les dirigeants aujourd'hui, pour être aussi polyvalents, étaient vraiment les nouveaux héros d'aujourd'hui, ceux qui allaient inventer le monde de demain. Et ça me parlait au niveau du récit. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que de diriger aujourd'hui. Je pense qu'il y a réinterrogé, c'est à quoi on veut arriver, à quoi on veut s'épanouir en fait. Où est-ce qu'on est bien dans le travail, qu'est-ce qui nous met en énergie. Beaucoup de gens se sentent seuls. Je vois des dirigeants qui se sentent déjà seuls, isolés, mais quels sont nos liens ? Nous interroger sur la qualité de nos liens. Ça sera jamais la même chose avec l'IA, mais ce qui est important, c'est peut-être de travailler ensemble, ça c'est sûr, de s'ouvrir à ça le plus possible quand on est dirigeant. Et la deuxième chose, c'est de bien écouter les points de vue d'équipe. Parce qu'aujourd'hui, ne pas être d'accord, c'est un problème. Je pense qu'après la tempête, il y aura un très beau soleil et on va s'ajuster. Mais c'est sûr qu'on passe par des remous qui sont pas agréables. Et c'est très inconfortable, voire pire pour certains. Un soir, après une énième journée de réunion à la chaîne, je suis entrée dans mon bureau de DG. Rien n'avait changé, il était toujours aussi grand, plein de dossiers, des parapheurs m'attendaient sur la table. Et j'ai eu cette étrange sensation de ne plus être à ma place. Mes journées étaient remplies, la cause portée était belle, les résultats étaient là, mais moi, je ne ressentais plus rien. Ce soir-là, j'ai compris que l'essentiel, c'était pas dans ce qu'on fait, mais c'était le sens que ça prenait pour nous. Bienvenue dans l'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Mon invité aujourd'hui, c'est un ami de longue date et un homme exceptionnel, Olivier Mardy. Nous allons parler en vérité de ce qui remet du sens dans nos engagements professionnels. Olivier, c'est un entrepreneur. Il a dirigé, développé. Et un jour, il a bifurqué pour transmettre. Aujourd'hui, il aide les dirigeants à se transformer. Ensemble, on va se demander comment on réinvente notre relation au travail et notre leadership quand on mène de grandes transformations à l'ère de l'IA et de la complexité. Bonjour Olivier, Bonjour merci Frédéric. D'avoir accepté l'invitation de l'Impertinente. Alors Olivier, toi tu as eu 1000 vies. Entrepreneur, chef d'entreprise, tu as cofondé et dirigé pendant de longues années le groupe Zorba. Tu as été aussi producteur de films, tu es expert en communication, en storytelling et aujourd'hui tu es coach de dirigeants. Tu accompagnes donc d'autres dirigeants à se transformer. Alors j'aime bien démarrer en fait en interrogeant mes invités sur leur présentation de manière un petit peu différente. Et donc j'ai envie de te dire, si tu te présentais justement sans parler de ton ou plutôt de tes métiers, qu'est-ce que tu as envie de nous partager ? Peut-être que la première chose, c'est le fil rouge. Qu'est-ce qui relie tout ça ? Parce que je pense qu'on va parler beaucoup de liens et ce qui nous relie aujourd'hui et ce dont ont besoin les chefs d'entreprise. Et ce fil rouge, si je parle du mien, c'est sans doute le récit. C'est sans doute qu'est-ce qu'on coud, qu'est-ce qu'on écrit au fur et à mesure qu'on marche dans notre parcours professionnel, notre vie tout court, et qu'est-ce qui fait du sens. Donc sens, récit, parfois on ne sait pas où on va, parfois on se perd, mais finalement on arrive toujours à retrouver du sens ou qu'est-ce qui nous met en énergie. Et finalement c'est ça qui me guide. Aujourd'hui, si j'ai une boussole, c'est la quête de sens et c'est aussi où ça commence à être de plus en plus la transmission. On en reparlera. D'accord, peut-être. oui. Et tu as été donc producteur de films, si je ne me trompe. Si on faisait ce lien-là, si ton parcours était un film finalement, comment tu pourrais l'appeler ? Ça serait un film, ce serait peut-être 3 films mélangés. Oui, alors allons-y. Hein. Un film d'action parce que j'avais envie vraiment d'engagement et de me réaliser et de me réaliser de façon collective. Et l'entreprise que je ne connaissais pas bien au début de mes années de jeune adulte m'a donné un cadre. Je voulais pas faire d'école de commerce, tout ça. Mais finalement, j'en arrive aujourd'hui à me dire que l'entreprise c'était le bon cadre pour évoluer, apprendre avec les autres et puis aussi reconnaître ma valeur à un moment donné, expérimenter des choses. Donc ça serait un film d'action, sûrement un film. Alors je vais avoir honte, c'est peut-être mais avec Sylvester Stallone. J'aime beaucoup Sylvester Stallone. Et puis un autre film qui serait sur le courage, parce que à des moments donnés, nous sommes dans une période où on va peut-être en parler. Prendre des décisions courageuses dans sa vie et dans son organisation, c'est parfois très important d'être lisible, d'être tranché, de trancher même, et donc jusqu'au bout de l'enfer avec Robert De Niro et Christopher Walken. Et un autre film, peut-être un film plus doux, Sur la route de Madison. Ah oui.
Parce que Clint Eastwood, dans son expression un peu véridiste, il a fait des films d'action, mais il a aussi fait des films sur le lien ou sur les rencontres. Et peut-être c'est ça qui a bercé mon fil de le vie. chemin dont tu parles. Des belles rencontres, qui m'ont permis de m'ouvrir ou de prendre conscience de ce qui était important pour moi, dont j'avais pas forcément conscience. Et qu'est-ce que tu as appris quand tu es devenu coach? Moi, je sais que quand quand je me suis formée au coaching, finalement, quand je me retourne, je me dis que j'ai surtout appris sur moi-même avant d'apprendre à accompagner les autres. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé en te formant en fait au coaching? Et les premières choses, quand je me suis formé à HEC, j'avais pas trop d'idées de où me diriger ensuite. J'apprenais ce que c'était que le coaching et on en a tous une définition un peu floue. C'est peut-être lâcher prise à certains endroits de certaines de mes facettes. J'avais expérimenté l'entrepreneur, celui qui avait envie de se développer, celui qui était plus dans une énergie un peu masculine, on va dire, pouvoir m'affirmer, pouvoir tester des choses. Et là, j'avais envie, à 50 ans, d'aller chercher plus dans mes émotions, plus dans cette part sensible, ce qui pouvait émerger. Et donc, c'était de l'expérimenter d'abord moi, pour peut-être être plus en lien avec les autres ensuite dans mes accompagnements. Donc, être coach, chacun l'est à sa manière. Chez Trajective, le cabinet que j'ai rejoint il y a 4 ans, est vraiment dans le coaching du lien et le coaching de la relation. Donc, je crois que on se transforme quand on est vraiment en lien et quand on a vraiment confiance. En fait. Et donc, ça a été le démarrage d'aller expérimenter ces facettes-là dans mes accompagnements, mais aussi, comme dans Trajective, nous sommes une communauté de 20 coachs, c'est aussi l'expérimenter en interne. Donc, dans la manière de fonctionner de Trajective, c'est de se coviser, c'est de se faire confiance, c'est d'être une équipe, quoi. Et comment vit cette équipe, les émotions, les éruptions de chacun, les demandes, voilà, pour s'épanouir ensemble et laisser l'autre être ce qu'il est, non pas le formater. Et donc, on expérimente beaucoup ça dans la communauté de coachs qu'on représente, et ce qui plaît souvent aux équipes dirigeantes. Bien sûr. Et tu parlais de confiance. Est-ce que toi qui accompagnes donc aujourd'hui vraiment que des dirigeants, des managers, qu'est-ce qui, à ton avis, a le plus changé ces dernières années en termes de difficultés, de peur, tu vois, de croyances en fait pour ces dirigeants? Je pense que diriger a beaucoup changé. Je crois qu'on était, si je reprends pas toute l'histoire de ce qu'est diriger, de comment être dirigeant, mais il y avait quand même une relation à diriger qui était très verticale. Avant, ensuite, il y a dans l'histoire après 68, il y a une façon de diriger très horizontale, et aujourd'hui, on revient avec peut-être une ère du mix, savoir être très souple sur ses jambes. Parce qu'il faut être proche, en même temps, faut embarquer, en même temps, faut avoir une vraie vision. On demande beaucoup aux dirigeants d'aujourd'hui. Et il me semble, je ne sais pas avec qui j'en parlais, je crois que c'est avec quelqu'un de BPI France, et on était d'accord sur le sujet que les dirigeants aujourd'hui, pour être aussi polyvalents, étaient vraiment les nouveaux héros d'aujourd'hui, ceux qui allaient inventer le monde de demain. Et ça me parlait au niveau du récit. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que de diriger aujourd'hui et toutes les compétences dont on a besoin pour essayer d'être à l'écoute de l'équipe, d'être ferme, d'être tranchant à des moments et savoir décider, mais aussi savoir accueillir, quoi. Donc, vulnérabilité d'un côté et audace, la boussole de la confiance qu'on explore chez Trajective et qu'on transmet en copyleft. C'est vraiment l'essentiel. Moi, je pense que le socle, c'est d'abord la confiance. Et l'alliance, quoi, finalement. Ça, dans le coaching, on le sait, nous, mais pour une équipe, son dirigeant et l'équipe, cette relation entre l'équipe de direction et son dirigeant, cette alliance, elle est fondamentale aujourd'hui, quête de sens. Donc ça a beaucoup évolué. Je pense que les gens sont plus exigeants qu'avant vis-à-vis de leurs dirigeants et les dirigeants vis-à-vis de... Oui, donc c'est vrai que cette alliance à trouver peut-être dans une phase aussi, une période où le travail se transforme, si on vient un petit peu au cœur de notre sujet du jour.
Moi, j'ai un peu l'impression qu'on parle beaucoup du travail, mais qu'on ne sait plus toujours trop ce que c'est. Hein. On parle quand même de crise, on a parlé des grandes démissions, on a des sujets de santé mentale, on a beaucoup de transitions en cours. Aujourd'hui, on a l'IA qui arrive et qui est toujours là, qui soit fait peur, soit est présenté comme quelque chose de miraculeux, soit comme quelque chose d'extrêmement dangereux pour le travail. Toi qui observes ça des coulisses finalement, hein, donc des dirigeants, comment tu vois ce rapport au travail aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression aussi, comme je l'ai parfois, qu'on assiste un peu à la fin d'un monde quelque part, et puis à l'émergence d'une autre relation en fait au travail dans la vie des gens? Oui, je crois que le travail est en train de changer. Il change depuis quelques années déjà. Les gens sont en quête de sens, aussi à rééquilibrer leur vie personnelle, leurs besoins personnels, leurs besoins de se réaliser au travail. Bien que ça reste pour beaucoup de gens essentiel, il est réinterrogé de l'intérieur, de l'extérieur, de partout. Et il y a une demande d'authenticité, d'ajustement. Il y a plus de changements, plus de capacités, d'opportunités aussi de bouger quand on est dirigeant ou pas, ou manager, et qu'on monte dans l'échelle sociale. Donc c'est pas tant la réussite comme avant, je pense, qui est réinterrogé, c'est à quoi on veut arriver, à quoi on veut s'épanouir en fait. Où est-ce qu'on est bien dans le travail, qu'est-ce qui nous met en énergie, et ce rapport à l'autre, ce rapport à soi d'abord, et ce rapport à l'autre, et ce rapport à l'environnement, on parlait peut-être de la planète, mais c'est un enjeu de l'entreprise, mais c'est un enjeu aussi pour les dirigeants qui prennent des décisions sur demain. À quoi je sers, quelle est ma mission, quelle est ma raison d'être. Donc les fondamentaux de pourquoi on fait tout ça en fait, qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre mission de vie, mission de travail. Oui, j'ai l'impression aussi quelque part, les gens savent aussi peut-être davantage ce qu'ils ne veulent plus, ce qui n'est pas acceptable peut-être par rapport au passé. Je sais pas si ça résonne ou pas. Oui, il y en a qui sont... Tu vois, quand on perdus en ce moment et s'interrogent beaucoup, vu le temps incertain qu'on entend vivre, les crises, dans toutes les dimensions de la crise, on vit quelque chose de vraiment transformant. C'est une opportunité, il y a beaucoup d'opportunités à saisir, mais c'est vrai que ça fait peur, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'émotions en ce moment dans l'entreprise, et les dirigeants sont face à de l'instabilité de toutes parts. Bien sûr, de l'incertitude, de la complexité, de l'instabilité. D'où l'enjeu du lien est un enjeu de socle sur les valeurs solides, ce qui nous réunit, de ce qu'on fait ensemble, de quelle aventure on veut vivre de manière collective. Voilà, quel cap. Et est-ce que tu penses que les chefs d'entreprise, que les dirigeants mesurent vraiment l'impact, par exemple, de la transition techno, de l'IA? Est-ce que vraiment il y a une vraie conscience en fait de ce que c'est en train de générer, de ce que ça va générer comme transformation dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, dans le mode de pilotage de l'entreprise? Il y a une prise de conscience, mais je ne vois pas beaucoup de personnes savoir où on va, même les spécialistes. Donc je me dis, je peux observer en tout cas que l'entreprise a commencé à regarder ce en quoi l'IA pouvait les aider. Ça va donc transformer nos manières d'agir, nos manières de réfléchir, aller plus vite sur certains processus. Toujours de la productivité, de la performance finalement? Je pense, ouais. Mais on n'a pas encore mesuré, je pense. Il va falloir attendre 2, 3 ans, 4 ans avant de voir émerger vraiment les bonnes choses ou les choses qui vont nous réinterroger dans la manière de travailler avec l'IA. Il y a beaucoup de fantasmes. Oui, toi qui travailles beaucoup sur le storytelling, si tu écrivais un futur récit du travail avec l'IA au centre de ce récit, par quoi tu commencerais? Qu'est-ce que tu aimerais y voir? Moi, j'y vois des opportunités dans la recherche et dans l'innovation de demain pour les personnes, les pays, les groupes, les organisations. J'y vois aussi des facilitations, des moments d'éclaircir, peut-être d'avoir un sparring partner pour réfléchir à certaines choses. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les outils dont on dispose. Ouais. Exactement. Mais je vois pas en quoi, dans la créativité, puisqu'on parlait beaucoup de créativité, en quoi ça va vraiment nous servir. Je le prends pour le cinéma, par exemple, moi qui étais producteur de films. On a déjà fait des tests avec l'IA. On leur a demandé de faire des films tout en IA.
c'est pas tellement probant sur le sens. Oui. Donc, on va voir jusqu'où on va, mais est-ce que jusqu'où ça peut nous remplacer en termes créatifs, d'intelligence, on a compris. Oui. Mais en termes de créativité, pour avoir une vraie vision embarquante et créer quelque chose de vraiment mobilisant, je ne sais pas. Enfin, c'est une question qui est posée pour toutes les agences de communication ou agences de créativité aujourd'hui. Oui, on en parle beaucoup parce que ça va quand même très vite. D'un point de vue techno, effectivement, ça va très vite. Excessivement. Les films, les publicités. Je sais pas si tu as vu, Coca-Cola a fait sa publicité de Noël complètement en IA. Donc ça, voilà, ça fait couler un peu d'encre. C'est anecdotique et en même temps, quelque part, c'est assez symbolique aussi de ce qui est en train de se passer. C'est une vraie révolution, ça c'est sûr, mais où est-ce qu'elle va nous amener? Qu'est-ce qu'elle va transformer véritablement et comment elle peut être à la fois complémentaire ou peut-être même révéler finalement l'essentiel de l'humain, puisque effectivement tu parlais de la créativité. À quel moment en fait jusqu'où l'humain peut être, remplacé ou... Oui. Mais ça augure d'un nouveau monde vraiment beaucoup plus intelligent. On va pouvoir interagir avec des objets à distance où notre planning, notre billet de train, notre billet d'avion de demain pourra peut-être être réservé par l'IA et acheté par l'IA. C'est déjà un peu le cas pour certains. Il y a des tests. Et le tout est de savoir comment tout ça est sécurisé ou pas, parce que finalement, ça parle de données personnelles. Donc là, on est dans d'autres champs. Mais finalement, ça peut poser la question de où est-ce que ça s'arrête et qu'est-ce qu'on permet, quelles sont les limites en fait de ces services-là demain. Bon, si certains d'entre vous ont des réponses, on est preneurs et on va de toute façon, on est curieux effectivement de voir ce qui va se passer. Moi, pour te partager un élément d'inquiétude, j'en ai assez peu parce que je suis plutôt, tu le sais, on se connaît depuis longtemps, optimiste de tempérament et positive. Donc l'IA pour moi, c'est effectivement surtout un sparring partner déjà aujourd'hui et je pense de plus en plus dans les années qui viennent. J'ai quand même une toute petite inquiétude sur l'intégration des jeunes au travail, puisque je ne sais pas si tu as vu les premières études un peu sérieuses qui sont sorties aux États-Unis montrent bien que les victimes, entre guillemets, les premières victimes de l'arrivée de l'IA, ce sont les jeunes. Les entreprises recrutent moins de jeunes, puisque bien évidemment, jusqu'à présent, on confiait aux jeunes des tâches en fait qui sont désormais confiées à des IA. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, je me dis quand même, sur la manière dont on va faire grandir ces jeunes qui arrivent au travail demain si on n'a plus ces tâches-là à leur proposer et comment on va remplacer par autre chose plutôt que se dire super, on n'a plus besoin de les recruter. Et d'où aussi quand même l'interrogation du lien et de la relation. Bien sûr. Parce que chez Trajective, on a quand même des convictions. Et nous qui travaillons sur le coaching du lien, coaching de la relation, tout ce qui est soft, en tout cas, va reprendre encore plus de valeur. Bien sûr. Donc, effectivement, l'accessibilité des jeunes au travail, leur permettre de faire des petites tâches et puis de grandir, de voir comment ça se passe dans l'entreprise et dans l'organisation. Ça va être un enjeu, de laisser la place et de faire grandir, d'accompagner. Mais on sent, nous, chez Trajective, que finalement, on est dans une crise de lien aujourd'hui, parce que, tu le sais, il y a beaucoup de personnes seules. Et toi qui travailles beaucoup sur les seniors, tu parles beaucoup de jeunes et on parle beaucoup de seniors avec toi aussi. C'est un véritable enjeu. Beaucoup de gens se sentent seuls. Je vois des dirigeants qui se sentent déjà seuls, isolés. Mais quels sont nos liens? Nous interroger sur la qualité de nos liens. Ça sera jamais la même chose avec l'IA, bien qu'on peut se voir les dernières enquêtes là sur les applications pour trouver un amoureux, une amoureuse et complètement customiser son partenaire dans la vie privée peut interroger. Oui. Sans compter les robots en Asie qui commencent à remplacer les partenaires de vie privée. Et puis ou ChatGPT qui devient un psychologue, un coach personnel, etc. Il y a aussi ces sujets-là, c'est certain. Bon, après, tu prêches une convaincue, évidemment, mais tu le sais, puisque c'est vrai que moi, je travaille beaucoup pour essayer de porter, notamment dans les organisations, ce que j'appelle ce pacte social intergénérationnel, en fait, c'est-à-dire de recréer ce lien social entre les générations dans la société, oui, bien sûr, et dans l'entreprise, puisque l'entreprise est un lieu où il faut qu'on puisse continuer à faire société. Et ça aussi, ça fait partie quand même des sujets qui interrogent aujourd'hui. Alors, c'est essentiel. Oui, c'est le cœur. Pour moi, c'est le cœur du tissu social et d'être ensemble. Oui, exactement.
Alors effectivement, dans toutes ces transformations, il y a effectivement cette figure qu'on regarde beaucoup, qui est en première ligne, qui est le dirigeant, le leader. Alors c'est vrai que le leader aujourd'hui, on le veut parfait. Un leader, c'est inspirant, c'est authentique, c'est vulnérable, c'est empathique, c'est inclusif, c'est responsable, c'est connecté, c'est zen, etc. Enfin, ça devient... Alors déjà, avant, on disait que c'était le super-héros. On a dit non, lâchez votre cape de super-héros, messieurs, dames, les dirigeants, les leaders, soyez vulnérables. Enfin bon, l'injonction à être vulnérable et authentique, elle est pas évidente non plus. Toi, tu en accompagnes tous les jours des dirigeants comme ça. Alors pour toi, finalement, c'est quoi être un leader aujourd'hui? Alors tu vois, pas forcément un leader idéal, modèle, mais un modèle, un leader juste en fait, un leader qui puisse affronter aussi toutes ces transformations et accompagner les équipes, surtout accompagner le collectif à les affronter. Alors la première chose, mais tu le sais, c'est d'abord sans doute d'être un leader inspirant dans ces temps mouvementés où l'espoir perd du terrain. Et c'est donc savoir réinspirer, réenchanter quand même sur des projets qui sont importants, qui sont le monde de demain. Et on sait que les entreprises vont transformer ce monde. Il est en plein sur l'aspect climatique. Et je sais la responsabilité des dirigeants pour être au rendez-vous, finalement, et à la hauteur de cette transformation. Donc, ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Et donc, la première chose que je vois, c'est qu'il y en a qui passent du temps à travailler leur vision, leur raison d'être, et embarquer leurs équipes et recruter les bonnes personnes autour d'eux pour pouvoir réaliser cette vision. Ça, c'est la première chose que je peux constater d'un vrai leader aujourd'hui. Il est pas forcément dans le mood des informations et de ce qu'on nous dit dans la presse pour essayer d'embarquer des gens qui ont envie de relever des défis, qui vont être courageux, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour ce qui va arriver en 2026-2027. Je pense qu'on restera effectivement dans des troubles pendant quelques temps encore, donc il va falloir traverser. Donc il faut des gens qui tiennent leur place et qui nous embarquent. Et quand on parle parce qu'on parle beaucoup de vulnérabilité aujourd'hui, on ouvre beaucoup sur ce sujet. Est-ce que pour toi, c'est un peu un effet de mode? Est-ce que c'est une posture, toi, un peu à la mode? Ou est-ce que l'ouverture à cette vulnérabilité de l'humain et du leader en tant qu'être humain, c'est une force? Moi, je pense que c'est une force si elle est liée à leur audace. C'est-à-dire faire que de la vulnérabilité. Quand on n'est pas bien. Ça n'embarque pas. Mais au contraire, faire différemment, ça serait vraiment de lier son audace, sa créativité et être authentique sur ses limites aussi, mais s'ouvrir à ce sur quoi on aurait plus de mal, ce sur quoi on n'est pas à l'aise. Et là, je vois beaucoup d'équipes me dire, mais je pourrais aider mon dirigeant, et ils ont très envie, souvent de pas compléter, mais de l'aider à grandir lui aussi. Et donc, c'est dans cette relation-là, plus authentique qu'avant, je pense, pas besoin des discours formels, mais d'être dans un discours juste. Tu parlais du mot juste tout à l'heure, d'adjectif juste. Dans le passé, on nous le reprochait. Enfin, moi, je me souviens, à titre personnel, dans le passé, il y a quelques années, on devait être fort, on devait être solide, on ne devait pas montrer quand on ne savait pas ou quand on ne pouvait pas. Et moi, je me souviens d'ailleurs avoir eu des présidents de conseil d'administration, quand j'étais en direction générale, qui me disaient « Mais Frédéric, tu ne dis pas que tu ne sais pas, ne dis jamais que tu ne sais pas. En fait, il fallait surtout pas montrer, un grain de vulnérabilité. Et pour moi, ça fait partie du courage aussi, quelque part, du courage managérial, en fait, d'être capable aussi de dire je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va regarder ça ensemble et puis on va trouver une solution ensemble, par exemple. Moi, le ressenti que j'ai, alors je ne sais pas si quand tu parles de ces leaders qui travaillent sur leur raison d'être, etc., est-ce que ce sont plutôt des patrons patrimoniaux de TI? Est-ce que ce sont aussi des dirigeants de grandes entreprises? Moi, je trouve encore que ce courage managérial, il est encore souvent, on va dire absent, allez, osons le mot. Il manque encore un peu parfois dans certaines organisations.
Je sais pas si ça existe encore vraiment, enfin voilà, sous quelle forme en fait on le retrouve, ce courage managérial aujourd'hui, en tout cas dans certaines grandes organisations qui sont un peu épuisées par les process, par les silos, etc. En tout cas, moi je constate dans les entreprises que j'accompagne parfois des gens qui sont quand même un petit peu à bout de souffle. Je sais pas si tu vois ça aussi. Il y a beaucoup de ça en ce moment, tu as raison, il y a beaucoup d'épuisement. Et on sent que le système réinterroge ce qui doit être du passé et ou innover, ou changer, ou appuyer pour une transformation qui serait bénéfique pour tous. Ouais. Et que ça interroge beaucoup les dirigeants sur le point de mais quelle est ma posture aujourd'hui de dirigeant. Et après, tu as raison, il y a toujours l'ancien modèle ou alors la transmission qui n'a pas été faite sur certains dirigeants ou qui n'ont pas été éduqués comme ça, en tout cas. Ils sont restés un peu figés dans le temps avec une posture qui n'a pas beaucoup changé depuis pas mal d'années. Et là, il y a vraiment des confrontations assez terribles, des incompréhensions qui naissent. Mais j'entends aussi tout le besoin que ça avance et que le collectif est au-dessus, qui a besoin, tu l'as dit, d'avancer ensemble. Et quand un dirigeant s'ouvre, je vois aussi tout le bénéfice que ça permet dans la transformation. Être une équipe performante, c'est d'abord une équipe qui a confiance. Et, je vais pas réinterroger le projet de Google qui s'appelle Aristote, que je vous invite tous à voir, qui est qu'est-ce qu'une équipe qui marche, qu'est-ce qu'une équipe qui fonctionne. J'en parle beaucoup dans mes conférences de la sécurité psychologique et de l'importance de cette sécurité psychologique. Et d'abord, c'est dans le lien et dans un lien qui est au-delà de la fonction. Tout à fait. Ne pas rester dans son silo, mais d'être dans une empathie relationnelle où on peut faire confiance. On peut se dire les choses, on peut se dire nos besoins. On peut dire devant le COMEX ou devant le CODIR, là, j'aurais besoin sur ce truc de toi et de toi parce que je n'y arrive pas. Donc, faire des demandes claires, oser des demandes. Et tu as le sentiment que ça progresse dans les entreprises aujourd'hui. Je pense, alors je ne le citerai pas peut-être qu'il se reconnaîtra, mais je pense à un grand coach de dirigeants avec qui j'ai échangé il y a quelques mois maintenant, qui allait arrêter parce qu'il avait le sentiment en fait de s'être épuisé et de ne pas voir suffisamment de progrès. Dans les entreprises qu'il accompagnait, il avait l'impression finalement pendant des années, il avait beaucoup donné pour porter, vraiment, il porte aussi ces transformations humaines et il avait le sentiment que finalement on avait du mal à vraiment y aller, quoi, que les dirigeants en fait avaient du mal à vraiment changer leur posture et leur comportement, leur manière d'être, à oser justement cette audace et cette confiance dont tu parlais. C'est le risque pour nous. Qui accompagnons aujourd'hui, se décourager comme eux, comme certains, pas comme tous. Et c'est aussi là où on a besoin de nous. Et je vais parler de l'ancrage, d'être solide sur ses valeurs. Et même si ça marche pas du premier coup, tenir bon. Et c'est ce qu'on demande aux dirigeants aujourd'hui. Ça va être tenir bon malgré les vents contraires. Bien sûr. Et des vents contraires, il y en a beaucoup en ce moment. Et il y en aura sans doute beaucoup dans les mois, peut-être les années à venir encore. Donc c'est comment on les aide, on les accompagne pour tenir bon et avoir des repères clairs. Je pense que je vais pas reparler des valeurs et du socle, mais en tout cas, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés pour certains, pour tenir, parce qu'il y aurait beaucoup de découragement. Et j'entends ça chez les coachs aussi. Et pour se dire à quoi ça sert. Tu penses que pour pouvoir continuer à avancer dans cette incertitude, dans cette complexité croissante, en fait, de tout, du quotidien, de la stratégie, de la situation géopolitique, économique. Enfin, bon, on va pas parler de la politique française, mais ça pourrait faire partie des sujets. Est-ce que pour toi, c'est ça, c'est ce socle, c'est ces valeurs qui peuvent permettre à des dirigeants et même à des managers, parce que finalement tout ça, en cascadant ça sur des managers opérationnels, on retrouve un petit peu les mêmes difficultés et les mêmes tensions. Est-ce que tu penses que c'est ça, c'est ce socle, c'est ces valeurs qui nous permettent de continuer? C'est ça, plus je dirais, parce que ça me vient quand tu me poses cette question comme ça, de l'écoute. Et de pouvoir aussi évoluer dans ses points de vue. Mais d'abord, savoir écouter. Parce que on n'a pas, surtout en ce moment, forcément raison sur
sur le cap ou la direction ou sur les façons de mener la stratégie et d'aller ensemble dans une direction. Mais ce qui est important, c'est peut-être de travailler ensemble, ça c'est sûr, de s'ouvrir à ça le plus possible quand on est dirigeant. Et la deuxième chose, c'est de bien écouter les points de vue d'équipe. Parce qu'aujourd'hui, ne pas être d'accord, c'est un problème. Mais nous, chez Trajective, on pense que ne pas être d'accord, ça peut enrichir le collectif. Et donc, c'est comment écouter les points de vue de chacun. C'est peut-être la base, c'est peut-être la première chose qu'on fait dans les séminaires d'équipe de direction et de Comex Codir. C'est d'abord, on va s'écouter. On va s'écouter. Parce que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire. Voilà. Et... Tu vois, ça résonne énormément parce que j'en parle beaucoup aussi dans mes conférences et mes accompagnements. Et je dis souvent que mon mot préféré de la langue française, c'est l'altérité. Et c'est un mot, en fait, qui a été totalement barré en rouge dans les entreprises. Effectivement, on ne sait plus confronter les idées, on ne sait plus débattre. Et ça génère d'ailleurs cette pseudo-guerre des générations, contre laquelle je me bats beaucoup. Parce que finalement, ça va plus vite de mettre les gens dans des cases que d'accepter, en fait, que les différences de point de vue, de comportement, en fait, amènent au final de la richesse. Parce qu'il faut passer par cette phase, effectivement, d'échange. Et dans mes accompagnements de management en intergénérationnel, toi, je reviens exactement, ça me rassure. Je reviens exactement là où tu nous emmenais, puisque c'est vrai que souvent je réexplique qu'on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire l'écoute active, le questionnement, la reformulation pour bien comprendre ce que dit le collaborateur, etc. Et puis ce sujet, cet enjeu majeur de la sécurité psychologique et de la génération de confiance. Puisqu'aujourd'hui, on sent bien, moi je le vois quand je suis dans des accompagnements de collectifs, d'équipes projets ou de services, on a souvent cette les craintes, les craintes et donc les fausses croyances qui viennent prendre le dessus parce que la confiance n'est pas suffisamment solide. En réalité, effectivement, on se rejoint complètement sur créer de l'espace pour l'autre, d'abord l'écouter parce qu'il peut prendre le risque de peut-être changer mon point de vue par rapport à ce qu'il a, le rencontrer finalement. Et la rencontre, si je la rajoute à ce que je disais tout à l'heure et ce qu'on disait tout à l'heure sur le lien, c'est l'importance de se laisser rencontrer, vraiment. Et commencer à tisser un lien fort. Et ça se construit tous les jours, c'est une dynamique, mais ça peut aussi s'inverser et créer de la méfiance. C'est ce qu'on voit dans des lieux ou dans des moments où il y a du débat, mais il n'y a pas de débat. Et c'est peut-être ça le plus fort d'aujourd'hui, c'est comment on va réapprendre à débattre, à se confronter, pour avancer ensemble. Finalement, on est ensemble. Il y a parfois ça sera un problème de pas être d'accord. Non, mais pour moi, ce n'est pas un problème. C'est le démarrage de quelque chose d'intéressant. Je dis souvent aux managers, si tout le monde est d'accord avec vous dans votre Comex, posez-vous des questions sur votre management. Il y a un petit problème. Parce qu'en réalité, personne ne peut être tout le temps d'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas cette sécurité psychologique et cette capacité, cette liberté de parole, en fait. Et on retrouve ça, malheureusement, encore bien souvent. On dit pastèque. Tu sais ça? Non. Dans une équipe, j'ai appris ça. C'est un coach qui m'a dit ça, de Trajective. Mais non, c'est des pastèques qui disent tous oui. C'est vert à l'extérieur, mais c'est rouge à l'intérieur. Oh, c'est sympa. Ah oui, très jolie image, effectivement. Mais forcément, on a ça. Si tout le monde est d'accord, si certaines générations aussi ne prennent pas la parole, parce qu'on a ça aussi, je reviens évidemment à mon dada des générations, où on va avoir des jeunes générations qui ont plus de facilité à prendre la parole, par exemple, que des seniors qui n'ont pas été éduqués, entre guillemets, avec des réseaux sociaux, avec une éducation qui a fait que ils vont oser dire les choses. Ils en pensent pas moins. Alors, ce sont peut-être des pastèques, les seniors, mais en tout cas, ils en pensent pas moins. Et effectivement, là, ça va générer aussi forcément une difficulté dans le collectif intergénérationnel, puisque en fait, il y aura que certaines générations, entre guillemets, ou en tout cas certaines catégories d'âge qui vont oser imposer en fait leurs avis, leurs demandes, leurs attentes, etc. Et donc, pareil, on revient en fait toujours à ce sujet de sécurité psychologique qui avait été démontré avec le projet Aristote, entre autres, à l'époque. Oser prendre la parole et être... Savoir que ça va pas nous retomber dessus si on prend la parole. Exactement. Tout simplement. Savoir qu'on peut, de façon sécurisée, dire ce qu'on a envie de dire et prendre sa place, prendre sa juste place. C'est un vrai sujet, ça. Et c'est bien, donc il y a beaucoup de choses à travailler, en fait. Exactement. Toi, tu es un conteur.
Et finalement, on revient assez souvent quand même à ce sujet du récit, sur comment on se raconte, comment en fait on fait sens aussi pour les autres, hein, quand on est dirigeant. Moi, je suis convaincue qu'on a vraiment besoin aujourd'hui quelque part d'écrire un nouveau récit peut-être, où on va redonner aussi peut-être l'amour du travail. Voilà. Je me souviens d'un très beau livre d'une auteure que j'aimais beaucoup, que j'avais rencontrée, québécoise, je crois, qui s'appelait On doit aimer son travail, quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'on a ce désamour, en fait, parfois envers le travail qu'on doit retrouver. Et donc, peut-être que cet amour du travail, on peut l'écrire, tu vois. On peut écrire quelque chose et on peut l'accompagner. Le storytelling a été beaucoup utilisé plutôt en marketing pour séduire, pour attirer. Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'utiliser aujourd'hui justement pour rassembler maintenant, pour recréer ce lien dont on parlait? Moi, je sais, tu vois, en tout cas sur l'intergénérationnel, j'essaye, en tout cas c'est ce que je propose. Ma proposition dans mes conférences, elle est d'écrire un nouveau récit justement intergénérationnel. Est-ce que tu penses que ça peut, voilà, le storytelling, puisque tu en es tu es un expert de ce sujet. Comment toi tu pourrais, tu nous conseillerais, tu nous recommanderais d'utiliser je trouve qu'on l'utilise en conscience ou de manière inconsciente, mais l'homme est le seul animal sur Terre à se raconter des histoires. Donc, à la révolution cognitive, on a créé des héros, on a commencé à se raconter des histoires parce qu'il y avait des tribus à l'est, des tribus à l'ouest. Et là, les fables et la façon de faire société ou les cultures ont commencé à se tisser vis-à-vis des histoires. Et c'est en faisant du commerce, finalement, qu'on a su à se relier les uns les autres, malgré nos différences, en se racontant que nous, on croyait à ça et nous, autres, on croyait. Donc, raconter une histoire, c'est aussi croire en quelque chose. Et ça nous réunit parce qu'on a les mêmes croyances, ou on va avoir la même croyance dans le récit qu'on est en train de tisser ensemble. Donc, je reviens à la vision. Mais il est vrai que si je ne crois pas à ce qu'on me raconte, je vais pas mettre l'énergie qu'il faut dans mon travail ou dans mon investissement, dans mon engagement. Tête, cœur, corps, toujours. Oui. Pour être aligné dans notre posture, effectivement, si on est là qu'avec la tête, ça va pas beaucoup marcher. Mais si on y est avec le cœur et le ventre, à ce moment-là, il se passe quelque chose de plus, quoi. On se donne et on s'engage dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Donc, si on est aligné avec ça, il y a d'abord à quoi on croit dans l'histoire dans laquelle on est engagé, parce qu'on n'est pas là pour rien. Donc, c'est comment tisser ensemble une histoire auquel tout le monde va croire à 100, 200, 300%. Et il y a un enjeu d'histoire aujourd'hui parce qu'on est dans la dystopie depuis une dizaine d'années, depuis, je dirais, 2015. Il y a beaucoup de narratologues et l'approche narrative qui raconte ces choses-là. Et les récits dystopiques marchent à fond. Mais ça fait la fin du monde, ça fait pas la suite. Donc, il y a un enjeu de récit au niveau collectif, au niveau mondial, au niveau national et au niveau des organisations encore plus parce que l'entreprise narrative a pris sa place dans les années 80-90 et supplante les récits des nations aujourd'hui. Donc, c'est pas un enjeu de privé, public, etc., mais c'est à quoi on a besoin de croire pour réussir notre transformation et pour traverser ces moments un peu de crise, de dépression, de je ne crois plus en rien, de défaitisme, de il y a plus rien après. Et le monde va crever, le climat va... ça va. La planète, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien. Donc, ça, je ne sais pas comment ça va émerger, mais il y a cette question du récit. Qu'est-ce qu'on va se raconter pour retrouver du possible? Oui, parce que finalement, est-ce que le leadership peut exister sans narratif? Non. Sans histoire à raconter. Non, mais je vois des gens qui pensent qu'ils font des projections à 3 à 5 ans en parlant que du BP. C'est un problème. Croire qu'on va faire plus 8% aujourd'hui, ça n'a plus de sens et c'est pas engageant. Donc, il faut aller rechercher en nous ce qui va pouvoir créer une énergie collective. Et la croyance, c'est de l'énergie. Mais je suis positif parce que je voulais parler de ça aussi. BPI France, depuis 2014, avec Nicolas Dufourcq, a quand même
fait ça, c'est-à-dire qu'il y avait la banque d'un côté, de l'autre côté, il y avait l'accompagnement, et a créé beaucoup de liens entre les chefs d'entreprise qui étaient très seuls. Et moi, c'est ce que j'ai vécu depuis 2014-2015. Il y a aussi toutes les belles choses qu'on ne voit pas, qu'on ne raconte pas, mais qui se passent quand même. Oui, bien sûr. C'est notre capacité à regarder autrement ce qui se passe et à valoriser les choses qu'on ne veut pas raconter ou qui ne serait pas le moment de raconter, alors que c'est très beau et que moi, je vois des choses, je fais des très belles rencontres avec des chefs d'entreprise incroyables. Je vois une énergie incroyable par les jeunes. On parle des jeunes et de nouvelles créations, de nouvelles façons de faire, une vraie envie de changer le monde et de changer nos façons d'être, nos façons de faire. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ben non, parce qu'on est rattrapé systématiquement. On voit bien la difficulté, par exemple, à valoriser les nouveaux modèles régénératifs, à parler de robustesse plutôt que de parler de performance ou même de performance durable. Où finalement, parfois, je me dis, mais on reste un petit peu, tu vois, un petit peu dans notre bulle en fait, et on se rend. Est-ce que vraiment on arrive à ouvrir ces récits positifs au plus grand nombre? Tu vois, c'est un peu un autre sujet, mais ça me fait penser à ça, l'histoire de Shine, là, de Chine, où en fait, on a, si tu vas sur le réseau social LinkedIn, tu vas avoir des gens qui se gargarisent en disant ils ont tout perdu, ça a pas marché. Moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'on est dans une bulle, parce que dans la vraie vie, il y avait la queue pour acheter les fringues, et les gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, en fait, ils sont bien contents d'avoir des t-shirts à 5 € et ils s'en fichent que ce soit fabriqué aux dépens de la planète et des enfants en Asie. Enfin, et du coup, toi, j'ai toujours un petit peu, je me dis, est-ce que c'est nous qui avons une vision un petit peu décalée, en fait, parce qu'on est dans notre écosystème d'entrepreneurs engagés, à impact, qui effectivement font des choses absolument formidables. Est-ce que c'est la vraie vie ou pas? Est-ce que c'est, tu vois, ou est-ce que c'est un récit qu'on peut justement porter, pousser pour qu'il soit un peu plus inspirant pour voilà, ceux qui exactement, pour qu'il donne davantage envie aux autres. Je pense, et je suis, il y a des bulles et le monde devient très communautaire, mais justement la capacité d'être courageux, c'est de s'ouvrir à l'autre. Et tu parlais d'altérité, et je pense que dans un monde qui est de plus en plus globalisé, on va pas arrêter la mondialisation. C'est regarder aussi comment fonctionne l'autre, être curieux de l'autre, découvrir l'inconnu. Et cette capacité-là, elle est toujours là de la part de certaines personnes. Donc je pense qu'après la tempête, il y aura un très beau soleil et on va s'ajuster. Mais c'est sûr qu'on passe par des remous qui sont pas agréables. Et c'est très inconfortable, voire pire pour certains en ce moment. Donc bien sûr, je compatis et je suis à l'écoute de ce qui se passe pour d'autres où c'est pas du tout la même réalité. Mais il y a des réalités. Le réel n'existe pas. Il n'y a que du réel fiction. Dans l'approche narrative, c'est ce qui est bien, c'est qu'on est responsable de ça. Donc, comment redevenir auteur plutôt que de subir. Et c'est un peu auteur et acteur. Et puis comment écrire de nouveau, penser que nous sommes les créateurs de la suite, quoi. Enfin, bien sûr, pas d'autres. Et alors justement, on a des gens qui sont vraiment en première ligne, hein, si on rentre un peu dans l'entreprise, qui sont les managers terrain, opérationnels. Et on sait bien que les transformations à la chaîne, telles que parfois on les vit dans pas mal d'entreprises, ça épuise. On a des managers qui s'essoufflent, qui se découragent, qui sont dans des injonctions paradoxales entre les objectifs de performance, le fait de devoir coacher les équipes, etc., etc. À ton avis, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien dans la manière d'accompagner ces changements, en fait, pour les managers? Je crois qu'on dégoûte beaucoup, pour certaines formations que je vois ou comment les gens sont formés, à devenir manager. Donc, les gens n'ont plus envie de manager. La plupart me disent mais c'est trop compliqué, trop difficile, j'ai pas les outils. Et quand ils sont formés, c'est pas les bons outils. Donc, il y a un changement de culture managériale avec des choses peut-être plus simples, plus basiques. Mais effectivement, je reviendrai sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire revenir un peu aux basiques. Aux fondamentaux. Arrêter de vouloir tout complexifier dans un monde complexe. Simplifier, c'est un mot un verbe qu'on entend beaucoup en ce moment, mais il y a besoin de simplifier et de où est l'énergie et le plaisir à manager, à voir grandir, et à transmettre quand il est temps de transmettre, ou quand on a des capacités à avoir vécu une expérience et qu'on pourrait, on le sait peut-être pas encore, devenir inspirant pour les autres. Donc, je partirais de l'énergie, de l'envie,
du désir. Et après, avec quelques outils, effectivement, ça peut devenir très bien pour certains, qui veulent le devenir. De pouvoir redonner du pouvoir d'agir, peut-être aussi, et aux managers et aux collectifs de travail. Moi, je ne sais pas si tu avais vu le rapport de l'IGAS sur le management à la française. Je l'ai pas vu, ça. Où on est assez épinglé, hein, on fait partie quand même des pires pays d'Europe du point de vue du management, où en gros l'IGAS explique qu'on fait à peu près tout ce qu'il faut pas faire, hein, c'est-à-dire management vertical, de contrôlant, etc., et qu'on a beaucoup de mal à ouvrir à autre chose. Et c'est vrai que je sens bien aussi, je le vois dans les équipes que j'accompagne, les équipes de managers, que c'est difficile, encore une fois, il y a des injonctions paradoxales tout le temps, et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur redonner l'amour du management, l'amour de l'accompagnement humain, parce que, enfin, moi, j'ai toujours trouvé, pendant 30 ans où j'ai managé, j'ai toujours trouvé que c'était le plus beau métier du monde et le plus difficile. Ça, c'est vrai, parce qu'encore une fois, on est dans l'humain et toute la complexité de l'humain, et en même temps, ces rencontres en fait humaines qui sont formidables. Est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, peut-être un conseil, une recommandation à donner à des managers qui sont en pleine transfo et tu vois, qui auraient besoin de réveiller un peu en eux ce plaisir-là? Je peux que parler de mon expérience, parce que parler de son expérience et donner des cas concrets. Bien sûr. J'étais sans doute un très mauvais manager. Déjà, si on peut l'est rassurer. tous, hein, je pense, hein, en vrai. Mais c'est pas mais c'est aujourd'hui, quand je vois les gens que j'ai formés chez Zorba, on a vu avec Guillaume, Charles, beaucoup de gens passaient d'être formés chez Zorba, et aujourd'hui que ces gens-là me reconsultent, ou que je vois encore, ils ont changé de boîte, ils ont évolué, ils sont devenus réalisateurs, ils sont devenus chefs de projet dans la communication, ils ont créé une agence, ils ont... Voilà. D'être fiers de leur avoir permis de croire en eux, première chose. Et de maintenir ce lien, qui est un lien de reconnaissance, mais de gratitude qui continue à grandir, qui continue à évoluer. Ah, ça, c'est une vraie fierté aujourd'hui, et puis ça me réjouit. Parce que c'était pas pour rien, c'était pas juste pour faire plaisir. C'était un vrai lien où il y avait des vraies attentes. Alors, j'ai pas pu répondre à tout le monde, ou j'ai pas su prendre la bonne posture à des moments donnés. Mais à des moments donnés, c'est créer des choses assez magiques où j'ai bien vu que ça pouvait leur donner confiance. On va reparler de confiance et de transmettre certaines choses auxquelles je croyais. Et leur a permis peut-être de progresser plus vite ou d'ouvrir des champs de conscience qu'ils n'avaient pas sur eux-mêmes, leurs talents. De révéler les talents des gens, c'est merveilleux. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis coach, j'étais chef d'entreprise et puis dirigeant avant, mais je pense que ça, c'est très précieux dans la vie, voilà, de maintenir ces liens dans la durée. Dans la durée. Et de voir que ça progresse de tous les côtés, quoi. Ça fleurit. Il y a des fruits. Et puis le plaisir de les voir grandir, tu vois, ça me rappelle une anecdote un peu à côté. Peut-être je décale un peu, mais je me souviens d'une époque où quand je recrutais des personnes, on me disait attention, recrute pas cette personne-là parce qu'elle va te prendre ta place, elle est trop compétente, au secours, fais attention à toi. Ou alors quand je perdais quelqu'un qui partait ailleurs ou qui avait une promotion dans l'entreprise, on me disait tu vois, tu l'as pas gardé. Et en fait, moi, à chaque fois, j'étais hyper contente, en fait. Parce que je disais, mais en réalité, déjà, si la personne prend ma place, génial, c'est que j'ai réussi mon job de manager et puis je suis très positive. Donc, ça veut dire que moi, j'ai cranté aussi autrement. Et puis, si la personne s'en va pour faire quelque chose de mieux, c'est que pareil, je l'ai fait grandir, je lui ai donné envie, je lui ai donné de l'ambition et donc, c'est positif. Et c'est vrai qu'alors que malheureusement, et j'ai l'impression que ça arrive encore trop souvent aujourd'hui, quand les gens s'en vont, parfois le manager considère ça un peu comme une trahison ou tu vois, voilà, c'est quelque chose de négatif en fait, j'ai pas su le garder, alors que finalement qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir grandir quelqu'un et comme quand on élève un enfant quelque part, quand il part vivre de ses propres ailes. Tu me parlais de ça et tu vois là tu me parles des jeunes beaucoup. Et en fait, je revois mes premiers temps à Paris où je cherchais à faire des stages dans le cinéma. Et que personne ne m'ouvrait des portes, où c'était très difficile d'accéder à certains milieux. Je vois bien, parce que moi, c'était dans les médias, c'était pas mal non plus. Et les premières personnes qui m'ont fait confiance, je les oublierai jamais. Ouais, c'est ça. Et ils m'ont ouvert une porte sur leur monde, sur comment ils avaient fait, eux. Et ça a peut-être été ce qui m'a le plus formé, finalement. Et il y en a eu très peu,
Mais ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, si un jour, moi, je manage ou j'ouvre, je ferai attention aux petits stagiaires, aux gens qui vont venir dès la troisième, là, qui vont venir faire un stage. D'où l'importance de traiter, enfin, pour moi, c'était très important, c'est dans le champ très conscient, de bien accueillir, de faire attention, puis de vraiment transmettre avec cœur à un moment donné, parce que c'est bien de partager. Ça commence par ça, quoi. Et beaucoup de gens dans les entreprises me parlent de ça. Me disent, lui, il m'a toujours aidé dans les banques, dans tous les secteurs d'activité qu'on accompagne. Je vois les gens qui sont très reconnaissants aux gens qui les ont vus, qui ont vu leur talent. Ça, qu'est-ce que ça fait d'être vu à un moment donné, d'être vraiment regardé pour qui on est. On se sent humain, on se sent vivre. Et reconnu. C'est pas qu'une histoire d'argent. Non, bien sûr que non. Une histoire de salaire, c'est une histoire d'être dans le lien et dans le juste lien, on dirait. Ça m'avait beaucoup touché et j'ai essayé de redonner ce que je pouvais redonner quand j'avais Zorba. Et puis, chez Trajective, il y a cette culture de l'accueil. C'est d'abord accueillir et d'écouter. Et ça, déjà... les dirigeants, aujourd'hui, ont vraiment besoin de ralentir et d'avoir des espaces, tu disais, de sécurité, où ils peuvent se confier et dire les choses. D'où en France, l'importance du coaching aujourd'hui, peut-être qui est arrivé il y a assez peu de temps, finalement. Il y a une dizaine d'années où ça a grandi et il y a beaucoup de demandes. Il y aura de plus en plus de demandes. Parce que d'être consultant, ça suffit pas. Juste de donner à voir comment faut faire. Mais que le lien... et la relation peut aider à transformer, à être écouté, à être compris, à peut-être chercher autrement, quoi. Mais... Et le temps passe, je regarde ma montre, oulala, alors, eh bien, je vais passer à mon rituel de fin de conversation, tu vois. Alors, évidemment, un peu d'impertinence pour terminer notre épisode, forcément. Peut-être 2 questions. J'en avais une, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que ton ancien toi n'aurait jamais osé faire quand tu étais avancer alors que je ne sais pas. Ah oui. C'est-à-dire faire plus confiance dans ce qui peut se passer dans l'instant et dans l'intuition, le présent. Non. Et l'intuition, c'est-à-dire de plus m'appuyer sur qu'est-ce qui va devenir, être curieux et ouvert à ce qui peut émerger. À l'incertitude. À l'incertitude. Et qu'il y a des belles choses qu'on peut découvrir ensemble, voilà. Et ça, je pense que pour le coup, ça pourrait être un conseil aussi à tous, en fait, et toutes, en tout cas, toutes celles et ceux qui nous écoutent, dirigeants, RH, managers, de s'ouvrir à l'incertitude et à ce qui arrive. Moi, je dis souvent, ouvrez la porte et en fait, ça va venir. Le succès va arriver, les résultats seront là. Il n'y a pas toujours besoin de pousser, de forcer. Je suis tellement d'accord avec toi que les résultats, c'est les résultats, quoi. C'est après. Mais d'abord, c'est s'engager avec le cœur, prendre son risque, mais d'avancer avec confiance, la main dans la main avec les autres, parce que voilà, on vit des moments importants s'ouvrir à l'espoir que ça peut émerger. Déjà, c'est peut-être une chose dans la croyance. Je disais, le récit qu'on se fabrique, si je rattache ça à ma spécialité de l'approche narrative, savoir à l'épuiser, vraiment les récits positifs qui nous soutiennent, qui nous rend plus beaux, qui donnent de l'espoir aux autres, de l'énergie et qui ouvrent des portes que les autres ne voient peut-être pas. Je dirais, ça, c'est peut-être de ce que je vois des dirigeants parfois très importants. Ça, c'est une petite porte, mais il faut tirer le fil, quoi. Voilà. Et c'est valable pour toutes les générations, que ce soit des jeunes managers, des jeunes RH qui peuvent nous écouter ou des seniors aussi qui ont envie de se réinventer dans leur parcours professionnel. C'est aussi ce que tu as fait il y a quelques années déjà maintenant. Tout à fait, nos transitions de vie. Exactement. Transition professionnelle. Mais merci Olivier, merci pour cet échange. Alors, pas tout à fait impertinent finalement, mais plutôt dense et inspirant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En tout cas, moi, j'ai dégusté chacune de tes phrases avec beaucoup de gourmandise. Merci de poser des mots justes aussi sur ce monde du travail qui, me semble-t-il, en a bien besoin aujourd'hui, qui a besoin de se réinventer aussi. Merci à vous qui écoutez l'impertinente. Écoutez, si vous êtes convaincus de
de l'importance à écrire ces nouveaux récits pour vos entreprises. Vous savez où me trouver, vous savez où nous trouver. Merci d'écouter L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Et si vous avez aimé, bien sûr, dites-le moi, partagez-le, suivez, abonnez-vous pour pouvoir être informé des prochains épisodes. À très bientôt. À bientôt, Olivier. Merci Frédéric, merci pour cette invitation. Très chouette.